Notamment sur un président Macron qui n'en finit plus de glisser sur le toboggan de l'impopularité. Fabien Recker. Entre Emmanuel Macron et les Français, le divorce semble consommé. Ils sont 80% d'entre eux à penser qu'il est un mauvais président, d'après un sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Jugé incompétent, arrogant et même éloigné des valeurs démocratiques par une majorité de sondés, Emmanuel Macron récolte les fruits de sa politique, affirme le patron des sénateurs PS. Le ruissellement n'est jamais venu, les inégalités sociales ont augmenté, le sentiment de déclassement, notamment dans les territoires ruraux, n'a jamais été aussi puissant. Donc M. Macron, comme une sorte de paratonnerre, concentre toutes les colères des Français. Une popularité en chute de 13 points depuis les élections européennes de juin 2024, qui marquèrent le début d'une séquence fatale entre dissolution, défaite aux législatives et remaniement à répétition, jugé tout aussi sévèrement à droite. Il appartient au président de la République de nous sortir de la crise dans laquelle il a fait entrer le pays. C'est la raison même de la fonction présidentielle. Il reste 18 mois. Comme dirait Chirac à l'époque, c'est long. Si l'impopularité du président culmine chez les sympathisants RN et LFI, elle traverse cependant tout l'électorat à l'exception de sa base. De quoi faire d'Emmanuel Macron le président le plus impopulaire de la Ve République, selon cette enquête. Dans le camp présidentiel, on préfère relativiser. On le voit à la fin de chaque mandat des présidents de la République, que ce soit le président Sarkozy, le président Hollande, on a des chiffres de cette teneur. Les oppositions en jouent aussi beaucoup de cette impopularité. En fait, c'est toujours plus facile, quand quelqu'un ne peut pas se représenter, de trouver un bouc émissaire et de dire maintenant il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais Emmanuel Macron peut se consoler. Le désamour frappe l'ensemble de la classe politique, de Gabriel Attal et Édouard Philippe à Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Seul bénéficiaire de la crise politique actuelle, le Rassemblement national. Jordan Bardella et Marine Le Pen caracolent en tête du classement des personnalités politiques, recueillant le plus d'adhésions. Et on décortique cette impopularité record du chef de l'État avec Céline Braque. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, directrice générale de l'Institut de sondage Odoxa qui nous accompagne donc tous les mois avec ce baromètre pour Public Sénat, mais aussi pour la presse quotidienne régionale. Virginie Martin, bonsoir, bienvenue. Vous êtes politiste à la Kedge Business School, autrice de ce livre. Alors on parle d'IA, d'intelligence artificielle et d'éducation dans ce livre, Quand les robots donneront cours, coécrit avec Esa Bastaki et Marcel Saucé. C'est aux éditions EMS. Valérie Gaz, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes la chef du service politique de RFI. Et Mickaël Darmon, bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bienvenue, éditorialiste pour Sens Public. Céline Braque, qu'est-ce qui vous semble la leçon la plus marquante de ce baromètre d'octobre ? Il y a beaucoup de thèmes passionnants. C'est vrai que vous avez fait un premier focus sur l'impopularité d'Emmanuel Macron. Ce qu'il y a de marquant, c'est que contrairement à ce que dit son camp, on ne peut pas comparer cette impopularité ou la relativiser avec celle des précédents présidents de la République, puisque certes, François Hollande était encore plus impopulaire qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, mais il n'était pas détesté. Or, c'est vraiment le sujet pour Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, il suscite un grand rejet. D'ailleurs, on le teste de temps en temps, on a une cote de rejet, et la dernière fois qu'on l'a fait, c'était en février, et il était 3e personnalité la plus rejetée derrière Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ouais. Donc, il y a vraiment ce rejet, et je ne vais pas paraphraser le sujet que vous avez fait, on a vu qu'on lui a attribué aucune qualité, et on y reviendra sur les éléments, les qualificatifs. Mais voilà, on va voir que le fait qu'on ait l'impression qu'il ne se comporte pas en président soucieux de protéger la démocratie est vraiment le sujet des Français. Le plus marquant. On va prendre le temps quand même d'analyser cette impopularité. On revoit le chiffre général que vous donniez, 79% de Français répondent non à la question est-il un bon président de la République ? Comment vous l'analysez, Virginie Martin, cette impopularité record ? Elle vient de loin, d'une certaine façon ? Oui, parce que d'abord, il faut rappeler que ça s'inscrit dans un mouvement de défiance vis-à-vis des politiques qui est de plus en plus ancré, qui ne semble vraiment pas bouger. Au contraire, il s'aggrave d'année en année. On en parlait déjà les années 90. Aujourd'hui, on est dans des taux de défiance de plus en plus importants. Donc aussi, évidemment, il est dans cette grande vague de défiance à l'égard du personnel politique, premièrement. Deuxièmement, évidemment, il est autant détesté que ce qu'il a pu être aimé
notamment en 2017, lors de son élection, où il y a eu quand même une espèce de macromania. C'est à la hauteur de l'espoir qu'il avait fait lever. Bien sûr, quoi. Et la déception, finalement, a été très grande. Elle a été très grande. En avalanche, si je puis dire. Il y a eu plusieurs crises, il y a eu aussi une attitude, il y a eu ce président finalement qui assumait d'être le Jupiter. C'est bon, voilà, faire un peu trop avec la monarchie française, c'est pas vraiment ce que les Français attendaient. À un moment donné où ils voulaient plus d'horizontalité, ils ont eu finalement plus de verticalité. À un moment donné où ils voulaient de l'apaisement, ils ont eu plus de crises. La crise des Gilets jaunes n'a pas été extrêmement bien traitée tout de même. Est-ce que le Covid l'a été? C'est pas sûr non plus. On l'appelait aussi, ou le Mozart de la finance, on voit nos finances publiques aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit tout à fait le cas. Oui, donc c'est intéressant ce que vous dites, pardon, mais sur ses fondamentaux, et voilà, finalement, il est questionné ou fragilisé sur ses fondamentaux. Et sur les promesses que lui-même, évidemment, a développées au départ. Donc ça, c'est très problématique. Pareil, un président, notamment français, est censé être véritablement important et représenter correctement la France dans la diplomatie française et à l'extérieur. C'est pas tout à fait le cas, et on sait à quel point, en plus, il a démantelé relativement correctement le Quai d'Orsay, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour la représentation française à l'étranger. Enfin, voilà, finalement, sur ces promesses et les fondamentaux de ce qu'est un président à la française, finalement, il y a plutôt échec. Juste une petite chose aussi, en 2017, on voyait très clairement, lors de l'élection présidentielle, je trouve qu'on avait été un peu vite en besogne quand même sur effectivement cet espoir. Certes, ça avait un peu tout balayé, mais on avait peut-être oublié de voir aussi les clivages que cette élection présidentielle ne manquait pas de faire voir en 2017. Notamment, par exemple, la frange Est et Sud-Est de la France, qui étaient finalement pas du tout macronistes, et les autres beaucoup. Donc, il n'a peut-être pas su être le président de tous les Français. Oui. Dans un monde idéal, Valérie, il faudrait qu'il se concentre justement peut-être sur son rôle diplomatique ou international. Emmanuel Macron, son domaine réservé, comme on disait il y a bien longtemps. Mais en est-il capable? Par la force des choses, il se concentre un peu sur le domaine international. Mais on sent bien qu'à chaque fois, même quand il est à l'étranger, il l'a refait récemment, il ne peut pas s'empêcher de reparler de la politique française. Il est en Slovénie et il parle de la réforme des retraites. Il donne carte blanche à Sébastien Lecornu et à la fois, il rappelle que quand même, il a quelques idées sur la politique et sur la manière dont ça doit être mené. C'est viscéral chez Emmanuel Macron. Certes, il aime beaucoup les problèmes internationaux, être sur la scène internationale, rencontrer les leaders, et prendre des initiatives, essayer d'exister et de faire exister la France. Mais en même temps, il reste viscéralement attaché à la popole, entre guillemets, la politique nationale. Celle qui nous passionne aussi, d'ailleurs. Qui nous passionne aussi, mais lui, il a cette volonté d'agir et d'être celui qui donne le ton de la politique. Je reviens sur ce qui a été dit avant sur l'espoir suscité par Emmanuel Macron en 2017. Oui, sa proposition politique, en même temps, le dépassement des clivages politiques, c'était quelque chose qu'il a senti et que les Français attendaient. Mais il y a toujours eu ce marqueur d'image chez Emmanuel Macron, le banquier de chez Rothschild. Sa campagne de 2017 lui revenait en boomerang systématiquement sur son passé de banquier d'affaires. Il y a toujours eu ce soupçon de déconnexion entre Emmanuel Macron et les Français. Et donc je pense qu'au fil d'un quinquennat où en effet il n'a pas peut-être réussi à mettre en œuvre sa promesse politique, eh bien, ce caractère d'image lui est revenu en boomerang. Michael. Alors c'est Dominique Schnapper qui avait en fait mis au point ce concept en disant il est celui qui incarne le plus la haine démocratique. Et dès peu de temps après son élection, beaucoup plus au fond que ses activités... Sa première élection. Oui, sa première élection. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était l'époque des petites phrases, tu n'as qu'à traverser la rue, on trouvera un boulot, il disait aux retraités, voilà, vous n'avez qu'à payer, les Gaulois réfractaires. Et en réalité, les Français perçoivent d'emblée quelqu'un qui n'a pas passé, et qui assumait de ne pas avoir passé déjà les étapes qui forge un élu que l'on met sous surveillance pendant des années et qu'on apprend à connaître. Et puis, surtout, quelqu'un qui incarnait le fait que la promesse d'une génération entière qui allait arriver à l'étude supérieure, de 80% de génération qui allait arriver au bac, on voyait bien qu'elle n'était pas réalisée. Et ça avait créé un profond ressentiment. Et lui, par son comportement, par son origine, par sa manière d'arriver au sommet de l'État par le haut,
incarne ça et donne un moteur extrêmement puissant à cette haine. Ouais, alors, on va les reprendre, ces qualificatifs, Céline Bracq, associés à Emmanuel Macron. Diriez-vous que les qualificatifs suivants s'appliquent bien au président de la République? On va les reprendre ensemble. Il n'y a pas beaucoup de positifs. Il n'y a que du négatif. Dynamique. Je commence et je vous laisse continuer parce que vous êtes en train de rechercher les chiffres. Voilà, exactement. On dit tout à nos téléspectateurs. Mais c'est quand ils s'affichent. Mais oui, en général, ils s'affichent. Bon, on va les faire s'afficher comme ça, ce sera plus simple. Par exemple, la réponse est-il dynamique? On pourrait considérer quand même qu'il l'est. Non à 55%. Je vous laisse continuer parce que tous les items sont négatifs. Alors, il n'est pas jugé sympathique, il n'est pas jugé compétent. Vous voyez, les 3/4 des Français le disent. Le fait qu'il soit proche des préoccupations des Français, c'est ce que vous disiez là, c'est que dès le départ, c'était cette image de président des riches qui lui a collé un peu au basque et qui continue à vraiment... Oui, c'est là que la réponse est la plus négative. Des gens le disent, 81% pas ouverts au dialogue. Et il y a parmi ces qualificatifs, un qualificatif qui est, je pense, beaucoup plus grave, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement le président des riches ou le président qui mépriserait un peu le peuple par une espèce de morgue. C'est le fait qu'aujourd'hui, on est 69% de Français qui nous disent qu'il n'est pas attaché aux valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, c'est ça le nœud du problème. C'est que Parce qu'il n'a pas tenu compte en tout cas suffisamment des résultats des élections législatives. Oui, alors ça, c'est très clairement ce qui a vraiment scellé cette image de président qui ne serait pas respectueux du vote des Français, le sentiment qu'il n'aurait pas du tout entendu le message des Français qui était certes multiple, mais qui montrait très clairement qu'ils ne voulaient plus que Emmanuel Macron soit aux commandes. Mais ça a commencé un peu avant, même assez largement avant, et notamment au moment de la réforme des retraites. Là, vraiment, c'est une réforme qui est très, très mal passée. On voit aujourd'hui le problème que ça crée. Mais ça, réforme des retraites... Non, on ne tire pas les leçons des législatives et des européennes calamiteuses. Ça, vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui est fortement reproché. Alors, n'hésitez pas, on vous a remis le QR code à participer à notre émission. Vous pouvez poser vos questions ou réagir à l'impopularité du chef de l'État. On va consacrer un chapitre à Édouard Philippe dans un instant, l'ancien Premier ministre dont la popularité baisse elle aussi. Et il y aura un chapitre sur la taxe Zuckman avec déclaration importante aujourd'hui de Marine Le Pen qui balaye l'hypothèse de voter une taxe Zuckman, qu'elle soit allégée ou pas. Voilà les deux autres grands chapitres qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais alors, je vais essayer, puisque on est tous assez critiques vis-à-vis du chef de l'État, mais de prendre un peu le contre-pied. Ça faisait quoi, 20 ans qu'on n'avait pas réélu un président de la République, Virginie Martin? Est-ce que finalement, c'est pas tout simplement le signe qu'on n'est pas prêt à rester avec un président aussi longtemps, quel qu'il soit? Ça. De toute façon, c'est aussi ce qu'il faut quand même rappeler. L'usure du pouvoir existe. Mais oui. Alors, est-ce que finalement 2 quinquennats qui ne peuvent pas après devenir un 3e, est-ce que c'est finalement trop long? Est-ce qu'un septennat unique serait une bonne solution? Point d'interrogation. Parce que finalement, c'est vrai qu'on se dit que 5 ans, c'est l'élection permanente. Peut-être que 7 ans, c'était finalement plus sage. Mais 7 ans x 2, ça fait 14. Et alors là, en termes d'usure, évidemment, je vous laisse vous rappeler de ce qui se passait par le passé. Mais on était aussi dans une autre époque. Mais même si je suis assez... Je reprenais, j'écoutais toute votre liste et elle est juste, votre liste concernant les points forts d'Emmanuel Macron à son arrivée, mais moi j'ai quand même envie de dire, quel que soit le président qui aurait été réélu, il serait victime du dégagisme ambiant. C'est ce que je vous dis, il y a vraiment ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a la défiance à l'égard du politique, la défiance évidemment, enfin cette usure du pouvoir qui est très forte, et puis aussi quand même... Je pense qu'il y a une crise quand même de la représentation profonde et aussi il y a une envie, bonne ou mauvaise, de démocratie directe, si je puis dire. Et ça, c'est très compliqué aussi à gérer pour les politiques. Parce que finalement, ils ne veulent plus d'intermédiaires. Ils ne veulent plus, finalement, qu'on les représente quelque part. Les Français. Les Français, voilà, bien sûr. Et donc, il y a une désintermédiation à tous les niveaux. On se dit journaliste même quand on ne l'est pas. On se dit chercheur quand on ne l'est pas. On dit qu'on pourrait finalement faire les lois, même si on ne sait même pas comment fonctionne le Parlement, etc., etc. Donc, c'est vrai que les syndicats sont évidemment assez ignorés et peu représentatifs, finalement, des salariés. Les partis politiques, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'on vit un peu
Est-ce qu'on est passé du monde finalement des pouvoirs au monde des influences? J'en sais rien, mais en tout cas c'est un peu cette chose-là qui se raconte. Alors après, sur les influences, Emmanuel Macron, il a bien saisi ça avec ses conseillers à l'Élysée. On chemine, on fait des chemins mémoriels, on se raconte, on se met en scène via un Instagram très léché, etc. Bien sûr, il a senti qu'il fallait ce storytelling et qu'il fallait créer ce désir finalement, et pour aller sur le chemin de l'influence aussi. Mais j'ai l'impression que là-dessus, il a un peu raté, parce que finalement, qui dit influence, dit mise en scène de soi-même, et là, évidemment, boum. Ouais, on retombe dans ces travers. Il y a une formule utilisée par Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat tout à l'heure dans le sujet d'ouverture. Il disait c'est le paratonnerre, Emmanuel Macron. Alors je vous voyais tiquer à ma question tout à l'heure, Valérie Gasse, mais c'est un peu ça, il prend pour tout le monde. Il prend pour tout le monde parce qu'il s'est mis aussi lui-même en situation. Il aime ça, en fait, prendre pour tout le monde. C'est trop mis en avant, quoi. Il s'est beaucoup mis en avant et il a un peu la monnaie de sa pièce. Ouais. Et il y a toujours un fond chez Emmanuel Macron d'un sentiment d'injustice, de ne pas être compris, de faire tout son possible et de penser faire bien et pour le mieux et de ne pas être compris. Sur ce qui lui arrive dans ce deuxième quinquennat, moi, je dirais qu'il y a quand même deux choses. D'abord, il n'a pas fait une bonne campagne en 2022. Il a surfé sur la guerre en Ukraine pour apparaître comme le père de la nation et il ne s'est pas mis en jeu vraiment dans le débat. Il n'a pas débattu, il n'a pas fait campagne. Et du coup, les Français ont eu une réélection. Certes, il a battu Marine Le Pen et c'était l'objectif. Et donc, ils ont plus peut-être voté à ce moment-là contre Marine Le Pen comme ils avaient voté contre Nicolas Sarkozy face à François Hollande que pour Emmanuel Macron. Et deuxième chose qui, est là, est à sa décharge, c'est pas de sa faute. Il ne peut pas se représenter. Et un président qui est réélu et qui ne peut pas se représenter, il est démonétisé. Et il y a tous aussi vite que ça. Il y a tous ces petits camas. Quand en plus on fait quelques bêtises et qu'on ne tire pas les enseignements de ces bêtises, ça arrive plus vite que prévu. Mais en effet, dans son camp même, maintenant, c'est parti. Ça, on va en parler de ces anciens premiers ministres. Ne vous inquiétez pas, on va y consacrer du temps. Ce deuxième mandat, avec l'impossibilité d'être candidat une troisième fois, de fait, le paralyse. Bon. Michael, moi, je dis la conséquence de ce dernier mot concernant la conséquence du désamour, parce que si on essaie effectivement de dater à quel moment il y a la rupture, quand on regarde bien au fond comment s'est passée cette crise, tout a commencé à se rompre à partir des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était pas une crise parmi d'autres, c'était pas, c'était une crise sans les syndicats, c'était le peuple directement face aux dirigeants sur une révolte face à la taxe, avec une demande effectivement très puissante de démocratie directe qui était au sommet des demandes du grand débat. Et c'est la première chose qu'Emmanuel Macron ensuite évacue dans sa conférence de presse en avril, suivant le grand débat, en disant il n'y aura pas de référendum. Et ça aussi, les Français l'ont perçu et l'ont gardé. Manqué à ce moment. Absolument manqué, et ils l'ont perçu et l'ont ensuite fait ça en marge arrière. Alors, on s'intéresse à deux de ces anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui ont évidemment intégré le rejet massif d'Emmanuel Macron dans leur propre stratégie, en étant de plus en plus critiques, et les Français les approuvent. Oui, alors on a testé les propos de ces deux ex-premiers ministres. Alors, Gabriel Attal, qui considère qu'il y a un acharnement d'Emmanuel Macron à vouloir garder la main. Alors là, on a 78% des Français, c'est un plébiscite qui disent c'est bien en effet ce que nous pensons. Et quant à la phrase d'Édouard Philippe, alors où là on était sur quelque chose de beaucoup plus lourd, c'est-à-dire pour Édouard Philippe, il était temps de démissionner. Emmanuel Macron, face à cette situation, pour ne pas infliger au pays une crise politique de 18 mois, il fallait qu'il puisse en tirer les conséquences personnelles. Là, on a 67% des Français. Moi, c'est le chiffre qui m'a le plus surpris. Alors oui, et si vous voulez, ça peut... on va parler d'Édouard Philippe, mais je suis convaincu que ça peut aussi lui nuire. Mais c'est... Édouard Philippe, mais vous avez raison, ça peut tout à fait lui nuire. En l'occurrence, sur ces propos, les Français les valident complètement. Et c'est transpartisan. À part les sympathisants Renaissance, qui ne sont pas d'accord avec cette idée, mais les sympathisants Renaissance, aujourd'hui, c'est 6-7% de la population, vous voyez, c'est pas grand monde. Même les sympathisants LR sont 55% à être favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Or, c'est une population qui, normalement, respecte de manière très stricte le pouvoir en place. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe, parce qu'on a des Français qui, de plus en plus, réclament du compromis, ils rêvent de compromis,
Et lors des dernières législatives, il souhaitait une majorité relative pour qu'il puisse y avoir des compromis à l'Assemblée. Puis là, aujourd'hui, dire on veut la démission d'Emmanuel Macron, c'est tout sauf un compromis. Oui. Mais on voit que la détestation du président de la République balaye tout le reste, finalement. Alors, effectivement, ça ne profite pas à la popularité d'Édouard Philippe, puisque si on regarde le baromètre des personnalités, en avez-vous une bonne opinion? C'est la question que vous posez. On a toujours le binôme du Rassemblement national, Jordan Bardella, Marine Le Pen en tête. Ensuite, Édouard Philippe, mais qui dévisse encore de 4 points. Gabriel Attal qui perd 1 point et Bruno Retailleau qui en perd 4. Est-ce que, Mickaël, il est en train de subir, Édouard Philippe, l'épreuve du toboggan que redoutent tous ceux qui ont été un jour au sommet de la popularité? En tout cas, il peut le craindre, car effectivement, si Édouard Philippe enterre le macronisme, eh bien, il le fait tout en conservant le en même temps. C'est-à-dire qu'il demande que le président s'en aille, mais il ne censure pas le gouvernement. Alors, si on résume, la rupture avec le président Macron a provoqué une tempête au sein de son parti. Des membres d'Horizon sont entrés au gouvernement malgré l'avis du chef Édouard Philippe. Et lui qui se targue de tracer des lignes claires, c'était le titre de son livre après Matignon, on voit la confusion est quand même plutôt répandue jusqu'au sein de ses troupes. Ce qui est clair en revanche, c'est qu'il traverse sa première zone de turbulence et il paye cash à la fois dans son propre parti en termes de capacité de pouvoir à représenter un avenir. Il paye sa rupture et le parfum de trahison quand même du président de la République qui ne le sert pas. Bon, il a vu sa ligne contestée en interne. Dans une formation politique, il faut le dire, on est assez peu habitué au coup d'éclat. Bon, donc on l'a vu, il évise dans les enquêtes de popularité. Pourtant, depuis 2022, il a été prudent. Il avait géré son image. Est-ce qu'il est parti trop tôt? Je me souviens qu'on s'est déjà posé la question quand il avait annoncé sa candidature. Alors il est parti très tôt, tout en disant effectivement je ne participe pas au chaos ni au fracas. Alors il est devenu candidat au silence. Il mettait alors en place ce qu'on appelle un peu le système Mylène Farmer, c'est-à-dire le silence crée le désir et l'intérêt, rareté et positionnement décalé, tout en faisant un tour de France à la Chirac et tout en draguant l'électorat de centre-gauche, de gauche, avec ses livres politiques écrits avec son complice Gilles Boyer, qui lui-même se définit comme un loser flamboyant. Mais tout ça est adapté en série, ils sont invités dans les salons du livre, dans les festivals, mais quand il reprend la parole sur le plan politique, c'est pour dire qu'il est pour la retraite à 67 ans. Donc pas vraiment en phase avec la société française. Donc on voit bien que la cote d'amour d'un homme politique peut chuter quand l'attente autour de lui, effectivement, n'est pas comblée. Ça se traduit dans les chiffres. Alors est-ce que ça signifie qu'une majorité juge que son moment n'est pas arrivé et que ce ne sera pas avec lui qu'il faudra avancer? C'est trop tôt pour le dire, mais la cote d'alerte est très très sérieuse, d'autant plus que Gabriel Attal est en embuscade de ce point de vue-là, parce que lui aussi il a son projet maintenant présidentiel. Bon, Édouard Philippe, on le sait, il pratique la boxe, et pratiquer la boxe, c'est aussi pratiquer l'art de perdre. Avec, on sait qu'il y a toujours la phase B qui est celle de la victoire, qui est la défaite, et sur un ring, en fait, en même temps, on gagne, on perd de la même manière, par abandon, par chaos ou en comptant les points. Merci beaucoup, Mickaël. Votre avis, je commence avec vous, Valérie Gasse, sur la stratégie d'Édouard Philippe. Et la stratégie du silence, ça a ses limites. Et surtout quand Édouard Philippe sort toujours un petit peu à contre-temps. Quand il annonce sa campagne qu'il va être candidat à la présidentielle, tout le monde se dit mais pourquoi il le fait maintenant et à quoi ça sert? Il est un petit peu tout seul il descend de l'Olympe pour dire coucou c'est moi. Et finalement personne ne comprend à chaque fois ce qu'il fait. Et là c'est pareil. Quand il attaque Emmanuel Macron, ça sort de nulle part. C'est la dernière personne qu'on aurait imaginé dire que le président doit démissionner parce qu'il est censé incarner quand même une position institutionnelle. C'est pas rien une démission d'un président de la République. Ce serait un précédent assez important et qui pourrait avoir beaucoup de conséquences. Et donc Édouard Philippe sort à ce moment-là de manière totalement inattendue et souvent incomprise, d'où les remous au sein même de son parti, comme le disait Mickaël. Et finalement, au lieu de reprendre la main, il la perd un peu plus. Et est-ce que ça lui fait gagner en termes d'image, de popularité? Mais on voit que non. Donc, j'ai quelques doutes sur la stratégie. Alors, il nous a annoncé aussi un grand plan massif qu'on ne voit pas venir. Donc, il a un petit problème. J'ai l'impression qu'il avait un timing, un calendrier, un agenda de progression vers la présidentielle qui est bousculé par les événements et que ces tentatives pour se raccrocher au wagon, eh bien, ça ne marche pas terrible. Et puis alors, vous êtes en train de réagir à ce qu'on a pu dire sur Emmanuel Macron. Je vais citer 2 réactions. Marc de Marseille, il va d'échec en échec. Est-ce que Macron n'a pas atteint son niveau d'incompétence? Puis alors, j'ai parlé d'usure du pouvoir. Ça vous fait réagir, Guilhem de Bordeaux. L'usure du pouvoir, point d'exclamation. Il n'y aurait pas d'usure du pouvoir si le président en place et son gouvernement œuvraient à des actions positives à l'égard de la nation et à l'égard du peuple. Alors bon, ce rejet, il s'exprime aussi chez nos téléspectateurs, chez les téléspectatrices. On n'est pas tellement
finalement surpris. Mais ça ne suffit pas à rendre la stratégie d'Édouard Philippe efficace d'une certaine façon, Virginie Martin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on se déconnecte du bilan ou de l'action d'Emmanuel Macron qu'on en devient pour autant populaire. Bah non, évidemment que ça ne suffit pas. Et puis je pense que les attentes des Français vont être de plus en plus grandes. Et comment est-ce que le prochain ou la prochaine présidente vont pouvoir combler des attentes aussi gigantesques? D'abord rationnelles, c'est-à-dire réduction du déficit, enfin des choses pas drôles du tout, et que les Français n'aiment pas, parce que les conséquences, évidemment, sont toujours très désagréables. Mais en plus, je pense qu'ils veulent aussi un rapport à leur pays vraiment, comment dire, empathique. Vous voyez, quelque chose qu'on peut croire, avec une grande stabilité possible, pas de confusion, peut-être une création de confiance supplémentaire, enfin, toutes ces choses-là, finalement, qu'Emmanuel Macron, évidemment, a plutôt loupé, on va dire, pour dire ça rapidement, mais que les autres hommes politiques, et finalement Édouard Philippe en est un exemple aussi, n'inspirent pas tous ces items. Et donc c'est peut-être là, pardon de vous interrompre, mais c'est peut-être là que c'est une erreur, à mon humble avis, d'attaquer la fonction présidentielle et de dire il doit démissionner. Surtout quand on veut soi-même aller à l'Élysée. Ça me paraît évidemment... Non, mais ça, pour moi, c'est quasi farfelu. Je ne sais même pas comment on peut envisager cela. C'est créer de l'instabilité. Donc ça, c'est toujours... Or, il se présente comme l'homme, c'est ce que vous venez de dire, comme l'homme de la stabilité. C'est ça qui est très paradoxal. Et puis en plus, évidemment, ça a été dit largement, mais ça pourrait créer un précédent. C'est quoi? On en a assez d'un président, les sondages ne sont pas bons, alors on part de l'Élysée, mais on va démissionner, on anticipe une élection présidentielle. Enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, constitutionnellement, ça dit quand même quelque chose, vous voyez. Est-ce qu'on est sous le joug, excusez-moi, d'Odoxa, ou est-ce qu'on est sous le pouvoir de Céline Bracq est énorme. Mais voilà, mais c'est quand même bien sûr, je suis assez d'accord avec vous sur parlé par le passé de démocratie d'opinion. Là, on y est en plein. Et finalement, Édouard Philippe crédite le pire de la démocratie d'opinion aujourd'hui. Le temps file très vite. Je voudrais qu'on boucle le chapitre Édouard Philippe quand même pour dire d'où il vient. On parlait du toboggan. Il était monté jusqu'à quel niveau? C'est l'inverse de l'effet de levier. Quand on ne connaît pas bien quelqu'un, qu'il n'est pas très populaire, lui, c'était l'inverse. Il était à 51% juste après avoir quitté Matignon, donc en septembre et en novembre 2020. Donc il était à 51% de Français, de cote d'adhésion. Et il est à 28%. Voilà. Et sur notre baromètre, c'est quelque chose de très élevé. Pratiquement aucun homme politique n'arrive au-delà des 50%. Et aujourd'hui, il est à 28%. Donc c'est vraiment l'image du toboggan. Et c'est vrai que cette phrase-là, c'est bien joué. Les Français se disent « Ok, bien joué, on est d'accord avec toi, mais ça se voit, c'est d'un grand cynisme. » Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour rebondir sur ce que disait Mickaël, c'est qu'à un moment, il faut de la cohérence. À la limite, si Édouard Philippe, derrière, avait continué à enfoncer le clou sur ce sujet-là et en expliquant comment il envisageait maintenant une présidentielle, quelles étaient ses solutions, etc. En fait, on a eu l'impression d'un coup d'épée dans l'eau spectaculaire, mais derrière, voilà, Horizon s'est rangé. Une petite panique en voyant les sondages qui devenaient défavorables. Très vite, la phrase aussi qui a beaucoup vibré, c'est quand il dit à propos d'Emmanuel Macron, je ne lui dois rien. Oui, incroyable. Et ça... Qui connaissait Édouard Philippe avant qu'il soit nommé à Matignon par Emmanuel Macron. C'est un peu difficile. On l'appelait Gérard Philippe, je me souviens, dans nos sondages. C'est pas très gentil. Mais c'est factuel. Est un acteur formidable. Mais c'est un très bon comédien. Effectivement, on va ouvrir un chapitre consacré à la stratégie du parti LR, les Républicains, et notamment de son chef. Et c'est Clémentine Louise qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir Clémentine, puisque bienvenue. Vous êtes allée ce matin prendre le pouls de ce groupe qui essaye de revenir sur le devant de la scène. Oui, alors que le budget déchaîne les députés en ce moment à l'Assemblée nationale. Dans la Chambre haute, les Républicains suivent la dynamique du président du Sénat. Mercredi dernier, lors des questions au gouvernement, Gérard Larcher tapait un grand coup sur la table, car si Sébastien Lecornu deal avec les socialistes, il ne faudrait pas qu'il oublie les Républicains et les centristes. Écoutez Roger Carucci en parler ce matin. Je vois bien que le gouvernement fait ce qu'il peut pour pas avoir d'ennui avec le groupe socialiste, mais il peut pas non plus braquer complètement les Républicains ou le bloc central. Donc Lecornu est devenu un équilibriste sur un fil tendu, mais on sent bien que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Mais je trouve le débat très chaotique et pas du tout rationnel. C'est du coup par coup et sur chaque décision. Donc c'est pas très cohérent.
Des LR qui cherchent à retrouver de la cohérence justement après quelques semaines de turbulence. Oui, souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 2 semaines. Des ministres LR entraient au gouvernement contre l'avis de leur chef de file Bruno Retailleau, ce qui provoquait une crise interne et la suspension de ces ministres du parti. Mais maintenant que la position est en tout cas jusqu'à présent arrêtée sur le sort de ces républicains rebelles, il faut réussir à revenir dans la lumière alors que les projecteurs sont braqués vers la gauche. Et pour ça, le sénateur Max Brisson estime qu'il faut rapidement reconstruire un projet de droite solide. On doit pouvoir reconstruire un corpus qui dise aux Françaises et aux Français ce qu'est être de droite. Et ce n'est pas en faisant des zigzags, comme le fait le gouvernement, qu'on va rétablir un petit peu de cohérence dans la vie politique. Nous avons notre spécificité, nous allons continuer à développer. Bruno Retailleau va faire un tour de France, va visiter les fédérations, il va aller à la rencontre de la France profonde. Et avec ce Tour de France, on a l'impression que le chef de file des Républicains entame doucement mais sûrement une campagne orientée vers l'élection présidentielle de 2027, alors que les écologistes ont d'ores et déjà avancé un premier pion avec la candidature de Marine Tondelier. Mais le chemin est encore long pour l'ex-ministre de l'Intérieur, soutenu aujourd'hui à 26% selon le dernier sondage Odoxa. Bruno Retailleau a perdu 4 points dans les sondages. Merci beaucoup Clémentine. Et je reviens vers vous Céline, parce que c'est un effet Beauvau inversé, c'est-à-dire il a perdu gros en quittant le ministère de l'Intérieur. Est-ce aussi simple que ça ? Oui, c'est moins le fait d'avoir quitté le ministère de l'Intérieur que son positionnement incompréhensible. La chute la façon dont il fait chuter. Non, je parle de Bruno Retailleau. La façon dont il fait chuter Sébastien Lecornu dans les premières heures exactement, de le fait de le faire chuter alors qu'il vient d'être nommé, même si les Français ne comprenaient pas du tout la nomination de Sébastien Lecornu, c'est absolument incompréhensible. Et le positionnement de LR, ça a été très bien expliqué, est devenu aux yeux des Français très très trouble, et aux yeux des sympathisants LR ne savent plus du tout si c'est un allié ou pas si c'est un parti allié ou pas de la Macronie. Ça lui retombe dessus. Après, il faut voir ça un petit peu sur le temps long, parce qu'il a quand même gagné énormément en popularité en très peu de temps, Bruno Retailleau. Le ministère de l'Intérieur, c'est quand même le seul ministère où on peut rester populaire sans avoir de résultats. Ça marche à peu près pour tous les ministres. Et donc, il peut rester quand même cette idée d'un homme politique de droite très ferme sur les valeurs, sur l'autorité, sur la sécurité, et ça peut revenir selon ce qui se passera dans les prochains mois. Ouais, votre avis, Virginie Martin, c'est-à-dire que si je comprends bien, il y a d'abord le choix de quitter la place Beauvau et cette lumière médiatique permanente, et puis la faute de quart d'une certaine façon qui consiste à faire tomber Sébastien Lecornu. Oui, effectivement, je pense. Qu'est-ce qui pèse le plus, quoi ? Plus fondamentalement, je voudrais revenir sur quelque chose qui vient d'être dit quand même dans le reportage. C'est aussi peut-être, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, et je fais ça en lumière par rapport à notre propos précédent sur Emmanuel Macron, est-ce que finalement on n'est pas en train d'assister de nouveau, en partie, je dis bien en partie, à la renaissance d'un clivage gauche-droite ? C'est ça, en fait, qui est intéressant. Peut-être. C'est ça qui est intéressant. Et Bruno Retailleau, typiquement, l'incarne, sur certains items, évidemment, sécurité, immigration, etc. Là, on commence à entendre Laurent Wauquiez très fort sur la fiscalité, pas de fiscalité supplémentaire. Donc là, c'est quand même intéressant. Je trouve que l'Assemblée nationale, là, se ressaisit de ce clivage gauche-droite, lui redonne une dimension dans la séquence, un peu complexe de Retailleau, mais là où je suis d'accord avec ce qu'il a dit aussi, ça va être sur le temps long. Parce que, c'est un coup d'éclat. Les Français, on a la mémoire courte sur ce genre de choses, ça va vite passer, et peut-être effectivement que celui qui représente l'ordre, c'est-à-dire quand même plutôt du côté droite du clivage justement, va revenir et renaître un peu de son passage difficile. Vous parliez de Laurent Wauquiez qui était chez nos confrères d'RTL ce matin, et il répond à la question de Thomas Soto, mais qui est le patron chez LR ? Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat naturel à droite. Il n'y a pas de patron ? Il n'y a pas de candidat naturel à droite pour 2027. Je réponds à la question, si vous me permettez de le redire clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat naturel pour 2027 à droite. C'est pour ça qu'il faut le rassemblement de la droite. C'est pour ça qu'il faudra organiser une compétition qui permettra d'avoir une seule personne, un seul candidat, et ensuite une équipe derrière lui. Mais dans votre famille, il y a quand même un petit air de cohabitation. Est-ce que les 15 jours qui viennent de s'écouler ont été difficiles ? Bien sûr. Est-ce que cette image de division nous a fait à tous du tort ? C'est une évidence. C'est pour ça que je préfère tourner la page.
Bon, il va nous rester 5 minutes et je veux qu'on les consacre quand même à la taxe Zuckman avec une actu intéressante côté Rassemblement National et Marine Le Pen aujourd'hui. Mais quand même une question sur cette... il aime bien se mettre en scène en randonneur, Laurent Wauquiez. C'est le caillou dans la chaussure de Bruno Retailleau quand même et il veut pas s'en aller. Il n'est pas contre la course de fond, donc il lâchera pas et il continuera. Oui, bien sûr, c'est le caillou, mais ça c'est clair. Et c'est amusant. Et un patron du parti, non. Et lui, il se projette tout de suite sur la présidentielle. Parce qu'en fait, le débat, c'est ça. C'est pas le patron du parti. Certes, Bruno Retailleau a été élu largement à la tête des Républicains. Mais la question, c'est de savoir qui peut endosser le costume de candidat à la présidentielle. Et on voit que Laurent Wauquiez n'a renoncé à rien. En effet, les prochains mois vont être décisifs dans ce duel, de savoir s'il y en a un qui peut vraiment incarner une candidature. Et là, on voit qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de candidat naturel. Mais le problème de la droite, c'est qu'en effet, il n'y a pas de candidat naturel, il n'y a pas de chef qui se dégage. Et la droite a souvent été habituée à avoir un leader. Et là, il n'y en a pas vraiment. Oui, c'est un peu pareil à gauche. Bon, allez, l'attaque Zuckman, comme promis, avec des débats en cours à l'Assemblée nationale. Ça reviendra notamment demain en séance, mais Marine Le Pen, dès aujourd'hui, elle était dans la salle des 4 colonnes, elle a enterré cette idée que ce soit une taxe Zuckman, light ou pas. Écoutons-la. Elle n'est pas du tout allégée. Enfin, il faut regarder le texte. En réalité, elle est aggravée, puisqu'elle va toucher beaucoup plus de personnes, et donc la cible n'est plus du tout la même. Donc il n'en est pas question pour nous. Voilà, Zuckman, non, ni light, ni hard, ni rien du tout. Virginie Martin, elle est quand même un peu gênée aux entournures par cette taxe Zuckman, Marine Le Pen. Moi, je trouve que c'est étonnant qu'elle soit aussi fermée à cette idée. Oui. Elle a un électorat qui souffre quand même de la mondialisation, de la globalisation, cette mondialisation et globalisation ont enrichi des gens de manière absolument spectaculaire. On parle de financiarisation de l'économie depuis 10-15 ans, voire plus, et on s'en plaint tous de cette financiarisation de l'économie, qui a fait beaucoup de mal à des secteurs industriels, mais beaucoup de bien à ceux finalement qui ont joué avec la bourse, avec les capitaux et avec cette financiarisation. Donc je trouve que c'est très étonnant, mais j'ai l'impression aussi que les politiques, dans l'enceinte du Parlement en général, n'ont pas forcément été regarder ce que racontait Gabriel Zuckman. Parce que finalement... Ce qu'il propose précisément. Voilà, ce qu'il propose précisément. J'ai l'impression que tout de suite, c'est mis finalement dans une espèce d'hystérisation politique, gauche-droite, fiscalité, pas fiscalité, impôt, pas impôt. Mais effectivement, on ne peut pas dire l'économie est complètement débridée. En Chine, au Japon, aux États-Unis, ça crée des milliardaires tous les jours. On ne peut même plus réfréner tout cela et on ne sait plus comment le faire. Là, tout d'un coup, on a peut-être un début de solution et on n'y pense même pas sereinement. C'est ça mon propos. Si et les sympathisants RN sont très favorables à la taxe. Évidemment. Et d'ailleurs, les Français sont très favorables. Les à contre-pied, c'est ce qu'on a à comprendre. Et bien sûr, et les Français sont très favorables. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des totems fiscaux. La France est très fiscalisée, alors excite la taxe Zuckman. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça touche quand même des gens, il faut quand même le dire calmement, qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. C'est-à-dire 1800 personnes en France. Oui, bien sûr. Je veux le redire. Bien sûr. C'est très peu. Et en fait, là où c'est intéressant, bien sûr, c'est que le débat, il a dérivé vers la question, qui est une vraie question, de l'appareil productif, de la part de cet appareil productif dans le patrimoine de ces ultra-riches. Et là, c'est intéressant parce qu'avec la taxe Zuckman Light, en fait, la version proposée, ça touche potentiellement encore plus de personnes et peut-être, même s'ils s'en défendent, encore plus d'appareils productifs. Comment vous analysez ça? Et peut-être comment l'opinion réagit à ça? Est-ce qu'ils sont favorables à la taxe Zuckman tout en disant, ce qui pourrait sembler paradoxal, attention à l'appareil productif? En réalité, les Français disent les deux choses, mais sur la taxe Zuckman, cette idée de attention à l'appareil productif a un petit peu grignoté la part des Français favorables à la taxe Zuckman. Ils étaient les 3/4 à dire on est favorable quand on en a parlé au début. Maintenant, on est aux 2 tiers, les 2 tiers des Français, nous on mesurait ça la semaine dernière, qui sont favorables à la taxe Zuckman, parce que l'idée de dire on intègre dans le calcul le patrimoine entreprise peut en faire tiquer certains, ce qui fait que les sympathisants de droite notamment
notamment, sont devenus beaucoup plus critiques à l'égard de cette taxe. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce qu'on a des Français aujourd'hui qui sont beaucoup plus protecteurs à l'égard de leurs entreprises qu'ils ne l'étaient il y a encore 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, dire on augmente les impôts des entreprises, les Français c'est en ça que c'est intéressant. Alors que à la lettre, la taxe Zuckman, c'est effectivement... C'est pas le cas. C'est pas toutes les entreprises, on va le rappeler. Et en plus, on se plaint depuis des années que le capital rapporte beaucoup et que le travail rapporte peu. On est exactement là où on pourrait rééquilibrer et on n'y va pas. Oui, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de... Je lis en vous écoutant, je tombais sur une dépêche de l'agence France-Presse, signée Odile Dupéry, qui nous dit la taxe Zuckman du Parti Socialiste, un chiffon rouge pour obtenir un compromis. Est-ce que c'est pas devenu une sorte de piège, finalement, Valérie Gasse, pour le Parti Socialiste? Oui, ça pourrait être considéré comme un piège et en même temps, c'est une espèce de course en avant des socialistes qui ont obtenu l'abandon du 49.3, qui ont obtenu la suspension de la réforme des retraites et qui se disent pourquoi ne pas continuer et ne pas obtenir vraiment encore un totem sur la fiscalité des ultra-riches. Donc oui, il y a évidemment des négociations autour de ça. On verra ce qui va aboutir à l'arrivée. La prise de position de Marine Le Pen, ça change quand même un peu la donne. C'est-à-dire, on la trouve où, la majorité pour une taxe Zuckman? Les socialistes reconnaissaient dès avant le débat d'aujourd'hui. La taxe Zuckman avait très peu de chances de passer à l'Assemblée. Ils le savent. Donc fondamentalement, cet amendement de repli qui semble être une espèce de main tendue vers Renaissance, vers les centristes et la droite pour essayer de faire passer les choses, c'est parce que de toute manière, ça passait pas. Le calcul avait déjà été fait. Une taxe Zuckman ne passe pas normalement. Et donc 149.3, ça passe encore moins. Et ça passe encore moins. Donc voilà. Et est-ce que ce sera même pas peut-être l'amendement light, mais peut-être encore une autre proposition, parce que forcément, on sent, et c'est vrai qu'il y a une attente sur quand même une taxation supplémentaire des gens qui ont bien sûr, l'injustice fiscale, elle est majeure dans Renaissance, ressenti à juste titre. N'est pas prêt à admettre qu'on s'attaque au patrimoine professionnel. Michael, un mot. En réalité, je pense que Marine Le Pen, elle a voulu se débarrasser de la taxe Bardella. C'est-à-dire qu'elle a fait une déclaration pour concurrencer Bardella, qui lui est beaucoup plus, évidemment, travaille beaucoup plus du côté de la droite, parce qu'il sort son livre dans 48 heures, parce qu'on ne parle que de lui, parce qu'elle veut aussi répondre au coup de boutoir de Laurent Wauquiez ce matin même sur cette même antenne, qui n'a pas arrêté de pointer le fait qu'elle votait avec la gauche. Et effectivement, en commission, il y a 2 jours, il y a eu une tempête, parce que le LFI et RN ont voté pour un amendement qui a été rejeté à 1 voix sur un impôt universel. Ça a fait beaucoup d'ondes de choc en interne. Et elle est très sensible au fait qu'effectivement, on la présente maintenant comme quelqu'un de gauche, sachant que Bardella présentait de plus en plus. On la présente comme ça. C'est bien que Bardella est peut-être plus libéral que Marine Le Pen. Mais elle n'arrête pas de dire, Marine Le Pen parce qu'elle répond sans arrêt, je ne suis pas de droite. Donc ceux qui veulent la contredire disent, bon ben voilà, donc la solution est trouvée. Et donc en fait, elle répond au débat interne avec cette prise de position. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre sur l'intelligence artificielle, Virginie Martin, Quand les robots donneront cours. C'est aux éditions EMS. Céline Braque, le baromètre, il est à retrouver sur publicsénat.fr, mais aussi chez nos confrères de la presse quotidienne régionale. Et Valérie Gasse, on vous écoute évidemment sur RFI. À très bientôt sur Public Sénat.